Je tenais à vous rappeler qu'un groupe WhatsApp a été créé pour chacune de vos classes afin de communiquer plus facilement et de me transmettre vos travaux de manière efficace pour contourner les problèmes de l'ENT et de Pronote dus à une saturation des serveurs. J'encourage vivement ceux qui ne sont pas encore sur ces groupes de prendre contact avec vos camarades afin d'être ajoutés sur ces groupes. Suite aux questions de certains d'entre vous, je vais rapidement vous expliquer le système de notation sur les exercices. Comprenez en prenant ce modèle de la seconde 15 que chaque exercice sera noté et apprécié et c'est l'ensemble de ces notes et appréciations qui formeront une note finale pour la note de la réalisation des exercices. Je vous le rappelle, il y aura une note d'oral et une note de capacité en plus de cette note d'exercice. J'en profite donc pour vous dire que je suis assez satisfait de vos travaux. La plupart d'entre vous ont bien réalisé ce travail. Rares sont ceux qui n'en m'ont pas envoyé leurs travaux, et pourtant il y a quelques personnes qui n'ont même pas pris la peine d'expliquer l'absence de travail. Ils passent donc à côté d'une occasion d'avoir une bonne note en étant tout simplement studieux et en suivant les cours qui vous permettront de ne pas être perdu au fil de l'année. Dernière parenthèse, vous pouvez bénéficier d'un accès gratuit à vos manuels en ligne dans ce contexte de confinement. Il suffit d'aller sur le site Hachette Éducation. Nous allons désormais corriger cette étude de cas sur François Ier afin de voir en quoi François Ier est un des premiers rois à avoir transformé la monarchie pour la mener vers un État plus autoritaire. Je tiens à vous rappeler que la correction de cette étude de cas fait office de tresse écrite. Il est donc important pour vous de bien noter cette correction sur vos cahiers. Dans la première question, vous deviez montrer quels moyens avait déployé l'artiste pour mettre en avant la puissance du roi. Donc, dans ce document, dans cette peinture de Jean Clouet, donc vers 1530, on va retrouver des codes qu'on avait vus dans le chapitre sur la Renaissance. On a un souci du détail qui est certain, et on trouve des codes très différents que les représentations du roi au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, l'aspect qui aurait été vraiment mis en avant est l'aspect d'origine divine du roi. On aurait mis en avant la couronne aussi, qui aurait été mise sur la tête du roi. Ici, on voit que la couronne est représentée dans le décor. Elle est tout de même présente, mais de manière discrète. La couronne en tant qu'objet n'est pas représentée à proprement parler. Le collier de l'ordre chevaleresque de Saint-Michel représente le pouvoir militaire du roi et sa capacité à donner des postes clés à des personnages. Chose qui est très importante dans le règne de François Ier, comme on va le voir tout au long de cette étude de cas. L'épée, évidemment, symbolise le pouvoir militaire, la force du roi. Le vêtement de soie et de satin brodé d'or sont ici pour montrer la richesse de la monarchie, la richesse du roi. Et la chemise de soie d'un blanc immaculé sont là pour montrer la pureté du roi. François Ier est donc bien un roi de la Renaissance qui met en avant sa domination à travers sa richesse, sa force militaire et sa capacité de commandement. La deuxième question, vous demandez de recopier ce schéma et de le remplir en vous basant sur les édits de l'ordonnance de Villeray-Cotterêts. Cet édit est un édit très important, celui qui est associé à l'action la plus connue à François Ier, c'est-à-dire la position du français comme langue officielle dans le royaume de France. Dans ce texte, on remarque les deux premiers articles qui imposent l'enregistrement, c'est-à-dire la mise dans des registres, à la fois des décès et à la fois des baptêmes, et que ces actes soient remontés, soient faits par un notaire et soient donnés aux autorités locales. Donc ce sont les 4 premiers actes qui montrent cela. Il s'agit de contrôler les populations en enregistrant les décès et les baptêmes. Le roi est désormais capable, théoriquement, de connaître sa population, et donc d'un point de vue
tout à fait pragmatique de savoir combien de personnes il peut imposer. Le cens, le recensement, rappelez-vous, le cens, c'est avant tout l'impôt. Donc, il faut avoir conscience de cette réalité qu'au Moyen Âge, il est très difficile d'avoir une idée des démographies puisque avant cette ordonnance et dans beaucoup de pays, on calculait le nombre d'habitants par foyer. Ainsi, mieux connaître sa population permet au roi de mieux connaître son peuple et donc de mieux l'encadrer. Ensuite, le fait que les notaires attestent la véracité des actes, c'est-à-dire que les actes sont vérifiés par un professionnel attesté par les autorités locales, cela permet d'éviter les contrefaçons et donc l'État contrôle les actes officiels. D'autre part, ils doivent les transmettre aux autorités, donc il y a vraiment un travail d'archive qui est initié pour avoir connaissance de l'état de la population française. Et le fait le plus marquant et le plus connu est que ces actes doivent désormais être en français. Donc c'est dans l'article 110 qu'il est dit qu'effectivement ces actes doivent être en français. Et il en est de même pour la justice, qui doit elle aussi être rendue en français. Le fait qu'on interdise les confréries qui étaient vraiment la base des sociétés médiévales sur laquelle les corps de métier reposaient. On avait par exemple les architectes, on allait avoir les maçons, etc., qui étaient regroupés en confréries. Ces confréries allaient disposer de droits particuliers. Ils avaient des privilèges. Il faut comprendre que le Moyen-Âge est une société de privilèges. Donc en mettant fin à ces confréries, la justice royale entend pouvoir juger plus facilement tous ces sujets. Donc l'article 185, c'est à la fois une question de justice royale et de contrôle de la population. L'élément central qui ressort de cette question est la nouveauté de la langue française. En effet, il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge, la France n'était pas du tout un pays francophone sur tout son territoire. Le royaume de France était partagé entre deux grandes zones linguistiques. Dans le nord, on trouvait les langues d'oïl, avec par exemple le normand, le picard, mais aussi le françois qui n'était parlé que dans la région parisienne. Dans le sud, on allait trouver les langues occitanes, dans lesquelles on pouvait trouver le provençal, l'auvergnat, le languedocien. C'est de ce Languedoc que viendra le Languedoc-Roussillon. À côté de ça, on trouvait différentes langues comme le breton, l'alsacien, le francique, le flamand, le basque et le catalan, langues qui encore aujourd'hui ont une importance particulière. Il faut donc bien comprendre qu'il était difficile pour un roi d'administrer un royaume qui présentait autant de langues différentes. Il était donc nécessaire d'unifier ce langage afin de pouvoir administrer bien plus efficacement l'ensemble du royaume et avoir une compréhension des documents de chaque localité sans craindre une interprétation ou un mensonge sur le sens des documents. C'est tout le but de cette ordonnance qui est la première à vraiment mettre en place une administration à l'échelle de tout le royaume. François Ier déploie ainsi une volonté de connaître et d'avoir une capacité d'action sur l'ensemble du royaume français et non pas uniquement sur le domaine royal. La troisième question consistait à analyser cette image afin de voir le rapport entre le roi et le Parlement. Alors, il est important déjà de comprendre ce qu'est le Parlement en France. En France, dans la monarchie française, il y avait plusieurs parlements. Il y avait des parlements dans les grandes villes et ces parlements avaient pour rôle de représenter finalement les élites locales. Le parlement le plus important était bien évidemment le parlement de Paris. Le parlement de Paris, avec notamment la cour des pairs, qui est ici illustrée, avait pour but de juger les grands nobles du royaume. Ils avaient aussi comme rôle de donner un accord au roi pour imposer de nouvelles règles et de nouvelles impositions. Le roi ici adopte une attitude dominatrice. Il est sur son trône, avec la fleur de lys, symbole de la royauté française, bien mis en avant. Il tient dans sa main droite la main de la justice. On voit
à sa droite son fils, l'héritier, qui deviendra François II, et on voit bien qu'il est surélevé par rapport aux autres membres de l'Assemblée, qui sont composés de clercs et de seigneurs séculiers. Et on peut remarquer aussi qu'aucun personnage ne regarde le roi. Donc la domination du roi sur le Parlement est mise en avant. Le président du Parlement, qui se trouve ici, semble bien inférieur face au roi. La seconde partie de la question consistait à montrer en quoi il était important pour le roi d'invoquer l'appui du Parlement dans la procédure judiciaire. Eh bien, comme on peut le constater sur les contours, on va retrouver les blasons des grandes familles. Vous pouvez par exemple voir ici le blason de la Normandie. Tous ces grands blasons représentent finalement les grands duchés, les plus grands seigneurs du royaume de France. Toutes ces grandes seigneuries sont unies sous le blason de la France, sous le royaume de France. Et pourquoi il est important pour le roi de s'appuyer sur l'appui des grands seigneurs de France, puisqu'il s'agit de la cour des pairs, c'est-à-dire une cour de justice constituée des plus grands seigneurs de France pour juger un grand seigneur. En l'occurrence, il s'agit de Charles de Bourbon, donc qui s'est allié avec Charles Quint suite à la confiscation de ses terres par le roi. Donc effectivement, vous voyez, pour le roi, ce n'est pas un processus simple de confisquer les terres. Il ne pourrait pas tout simplement déclarer toutes les terres seigneuriales comme domaine royal, car à chaque fois qu'il va faire cela, il va souvent avoir des résistances, des réticences de la part des seigneurs qui viennent de perdre leurs terres. En s'appuyant sur le consentement des plus grands seigneurs du royaume, le roi se positionne comme un roi juste. Ce n'est pas un roi tyrannique, ce n'est pas un tyran qui prend une décision autoritaire, il le fait avec le consentement de la plupart des grands seigneurs du royaume. Le document 4 témoigne d'un entretien entre le Parlement de Paris et le roi. Le roi qui siège au Parlement est présenté comme au-dessus des lois. Vous êtes au-dessus des lois et que les lois ne peuvent vous contraindre. En effet, il faut bien comprendre que le roi de France a un statut particulier, il est au-dessus des lois. Le roi est donc quelqu'un de très puissant, qui est au-dessus des autres hommes, puisqu'il peut ne pas respecter les lois. Cela s'observe notamment dans sa réponse au Parlement, qui essaye d'évoquer son comportement, essaye d'orienter son comportement et de lui dire qu'il doit se comporter de manière juste et équitable, ici aux lignes 10 à 12. Le roi répond alors, en parlant de lui à la troisième personne, que les membres du Parlement de Paris n'ont pas à se mêler d'autre chose que la justice. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le roi détient les pouvoirs exécutifs et législatifs, aussi judiciaires, même s'ils sont partagés avec donc le Parlement et les autres grands seigneurs du royaume. Mais le roi est présenté ici d'un point de vue de toute puissance. On peut interpréter ce texte, et notamment ce qu'attend le Parlement du roi de France, au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Le roi est surtout un juge, il rend la justice. Un bon roi doit suivre la loi, même s'il est au-dessus de cette loi. Et il doit agir de manière juste. Il n'est pas là pour modifier la loi. On est dans des sociétés très conservatrices. Réformer veut dire former de nouveau. C'est la seule raison qui permette au roi d'imposer de nouvelles lois. C'est pour revenir à la situation précédente. Eh bien, petit à petit, avec François Ier, s'amorce un processus où le roi passe d'un statut de garant, de gardien de la loi et de la justice à un législateur qui va créer de nouvelles lois pour faire évoluer son pays. La dernière question vise à comprendre comment le roi exerce son pouvoir. Alors, du temps de François Ier, on va trouver un grand nombre d'officiers militaires. Parmi ces officiers militaires, on va trouver le connétable, l'amiral et le grand écuyer. On va trouver aussi des rôles plus administratifs. Le chef de la chambre du roi, le grand chambellan et le grand maître. Ce sont en fait des héritages de la fin de l'Antiquité en France. Il faut bien se rendre compte que ce ne sont pas des tâches domestiques qui leur sont attribuées, bien évidemment, ce sont des tâches politiques très importantes. On va avoir à côté de ça le conseil des parties qui vont faire la justice et le conseil des affaires au conseil étroit qui vont s'occuper des affaires importantes. Ce conseil est composé des personnes les plus influentes du royaume et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout
les éléments de ce gouvernement sont choisis par le roi. Donc c'est le roi qui choisit les membres de son gouvernement. Il a donc une influence très grande sur les personnes qui vont diriger le pays à ses côtés. Bien que le roi concentre les trois fonctions, c'est-à-dire exécutive, législative et juridique, dans son entourage, les fonctions sont divisées, et c'est bien à cela que le roi fait référence lorsqu'il renvoie le Parlement de Paris à sa pure fonction juridique. Pour conclure sur François Ier, je vous encourage à faire un exercice de prise de notes sur les prochaines paroles que je vais citer à son sujet. Le règne de François Ier apparaît donc comme un moment de renforcement du pouvoir royal, démontre sa supériorité face aux grands seigneurs en saisissant les biens du connétable de Bourbon. On le voit ici, ce sont toutes les terres qu'il a confisquées au cours de son règne. François Ier marque une étape importante dans la prise de pouvoir de la monarchie française sur le royaume en étendant son emprise grâce à une activité législative. Comme je vous le disais, on passe d'un roi garant de la loi à un roi législateur qui fait des lois. En imposant le français comme langue officielle, le roi montre la portée de son influence à l'échelle de tout le royaume, qui ne s'arrête pas simplement au domaine royal. En plus de ces lois, il déploie un grand nombre d'officiers afin de pouvoir encadrer les populations. Cependant, on ne peut parler d'un roi absolu. Le roi est obligé de collaborer avec les parlements et les élites urbaines. Il faut nuancer le pouvoir de François Ier. Bien que ce soit un des rois qui pose les premiers jalons de la prise de pouvoir de la monarchie sur le territoire français, le roi ne peut gouverner sans la coopération des grands seigneurs, des élites urbaines locales et des parlements. Sur cette carte, qui date de 1789, donc qui ne correspond pas à la réalité de François Ier, mais qui est révélatrice des plus grands parlements, bien que ça évolue au cours des années, vous avez là les principaux parlements. Donc les parlements, je vous le rappelle, ce sont les grands notables qui vont faire la justice dans les villes les plus importantes du royaume. Il faut se rendre compte que bien que François Ier essaye de déployer une administration, il n'arrive à mettre en place que 5000 officiers. 5000 officiers reste une somme vraiment insuffisante pour administrer un aussi grand royaume. Le roi n'a donc pas l'influence qu'il souhaiterait et il est obligé de collaborer. Lorsque le roi produit une nouvelle loi, chaque loi va être étudiée par les parlements et les parlements vont voir comment ils vont l'appliquer et si elle rentre en conflit avec des coutumes préexistantes. Si tel est le cas, le Parlement peut rejeter cette loi. Le roi doit alors argumenter ou adapter cette loi. Et si le Parlement continue de refuser, le roi doit venir lui-même dans les parlements pour forcer la publication de ces lois. Donc on voit qu'il existe des moyens de contrer le pouvoir du roi et le roi ne peut légiférer et gouverner sans la coopération des élites urbaines qui sont à la tête des parlements et surtout sans les grands seigneurs du royaume qui vont administrer de manière effective les différentes provinces. Le fait qu'ils doivent recaler le Parlement de Paris face à leur tentative de se politiser est bien révélateur des ambitions des grands seigneurs de France auxquels le roi doit faire face. Il est donc important de nuancer l'aspect absolu de la monarchie française au XVIe siècle. François Ier n'est pas un roi absolu. Si François Ier est le roi qui a initié le renforcement du pouvoir de la monarchie, Louis XIV est le symbole de l'apogée de cet absolutisme, l'apogée d'un pouvoir concentré dans les mains d'une personne, le roi. Le roi Louis XIV, surnommé le roi Soleil, a régné de 1643 à 1715. Lorsqu'il est jeune, il est confronté à la Fronde, une rébellion des grands nobles qui s'oppose
à l'absolutisme que développent les cardinaux comme Richelieu et Mazarin. Le jeune Louis XIV est obligé de fuir Paris. C'est un épisode qui le traumatisera et qui va avoir comme influence tout au long de son règne de vouloir contrôler la noblesse et de vouloir contrôler le royaume de France. Les deux plus grands événements de son règne sont la construction du château de Versailles dans les années 1660 et la révocation de l'édit de Nantes. Ces deux épisodes sont représentatifs de la politique de Louis XIV. Il s'agit de contrôler le royaume, que ce soit les nobles avec le château de Versailles, aussi bien que les protestants, c'est-à-dire l'opposition de manière générale. Louis XIV est l'aboutissement d'un long processus de renforcement du pouvoir royal qui transforme la fonction de roi. Désormais, le roi gouverne le royaume de France. Louis XIV réforme totalement le gouvernement royal. Il va notamment enlever les fonctions de droit, c'est-à-dire que les princes de naissance ne sont plus forcément admis dans les conseils les plus importants. C'est le roi qui choisit qui se trouve dans ces conseils. Conseils qui sont de plus en plus restreints. Le roi gouverne de plus en plus seul. Il peut de plus s'appuyer sur une administration bien plus compétente et bien plus nombreuse, puisque son gouvernement efficace permet une meilleure gestion du royaume, et les intendants jouent un rôle clé dans le contrôle des provinces. Les intendants vont se rendre dans les provinces et agir au nom du roi afin de faire appliquer les décisions de ce dernier. C'est donc un moyen pour le roi de pouvoir vraiment agir sur l'ensemble de son territoire sans passer par les grands seigneurs du royaume. Désormais, le roi gouverne tout le territoire français. Louis XIV se rêve en roi absolu et ne compte pas négocier avec les élites urbaines et aristocratiques. Il refuse toute dimension politique, législative ou exécutive qui serait accordée au Parlement par exemple ou aux grands seigneurs de France. D'autre part, il s'agit d'un roi guerrier. Il mène les troupes à la bataille. Louis XIV est nommé le roi Soleil car il met en avant son origine, sa légitimité divine. Après avoir vaincu les frondeurs, Louis XIV mènera un ballet où il fera une démonstration déguisée en roi Soleil afin de montrer à tout le monde sa maîtrise, la maîtrise de son corps. Ces nouveaux codes montrent de nouveaux rapports hiérarchiques avec la noblesse et de nouvelles manières de montrer sa domination. Cela s'observe particulièrement avec le cas de Versailles. Nous allons finir cette séance ici. Je vais vous demander pour demain un travail à partir des pages 174 et 175 que vous voyez ici sur Versailles. On va donc s'intéresser sur Versailles et la fonction de ce château. Plutôt que de répondre aux questions, on va essayer de continuer un travail sur les capacités que nous avions entamées, c'est-à-dire sur la rédaction d'un plan pour répondre à une problématique. Donc vous avez le droit de vous aider de ces pages, mais aussi d'internet. Encore une fois, ce ne sont pas forcément les connaissances qui m'intéressent, mais c'est l'organisation de ces connaissances. Je vais donc vous demander de répondre à la problématique suivante. Comment le château de Versailles permet-il au roi de contrôler une partie de sa noblesse? Ce que j'attends de vous, c'est que vous m'envoyiez donc avant demain un plan avec donc une introduction, une argumentation, une conclusion. Vous m'envoyez ce plan sous forme résumée avec vos titres et des tirets pour expliquer très rapidement ce dont vous parlerez dans telle et telle partie. J'attends vos retours pour pouvoir faire un petit peu méthodologique et voir la compréhension de ce sujet. N'hésitez pas encore une fois à m'envoyer toutes vos questions sur le contenu comme sur les capacités. Je vous souhaite un bon travail et une bonne journée.